Messieurs, tout est bon? Bon, déjà, je tiens à souligner quelque chose. J'ai pas eu à parler pour que vous veniez. Donc ça, c'est quand même un point incroyable. Donc merci pour ça, vraiment. Bon, j'espère que vous avez bien discuté entre vous. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes prêts à repartir. Parce que là, en vrai, on était qu'au milieu, en fait. Je vais vous faire la dernière conférence et après, on enchaînera sur des activités. Et vous allez le voir, pourquoi est-ce que je passe en dernier, pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce que vous preniez une pause, etc. Et pourquoi est-ce que j'ai tenu surtout à ce que derrière, on puisse enchaîner sur les activités juste après ma conférence, parce que ce que je vais vous présenter, vous allez l'utiliser dans ce que j'ai prévu pour vous. Ça va être marrant. Ok. Donc déjà, je vais me présenter brièvement, non pas parce que je sais que la plupart vous me connaissez, mais parce que c'est important de mettre du contexte. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de compétences sociales. C'est quelque chose qui ne parle pas à tout le monde. Alors, si, de nom, ça parle à tout le monde. Mais, et je vais en parler, on va parler de la courbe de Dunning-Kruger, de ce genre de choses. En fait, la plupart, vous pensez connaître ce domaine, mais vous ne le connaissez pas vraiment. En tout cas, pas de la bonne manière. Il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, moi, ce n'est pas du tout mon business, ce n'est pas du tout ce que je fais. Ma vie ne s'est pas du tout construite autour de ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais être coach en compétences sociales. À la base, je suis quelqu'un qui est autiste socialement. C'est-à-dire que, fais pas cette tête, Candy, je te jure que c'est vrai. À la base, pour moi, parler à un autre être humain, c'est impossible. Alors, parler devant d'autres êtres humains, là, comme ça, je vous laisse même pas imaginer. À la base des bases, je suis plus timide que n'importe qui d'entre vous ici. Même le plus timide ici est à l'aise socialement comparé au mois d'avant. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué à croire, en tout cas à imaginer, parce que il y a une évolution là-dessus, mais c'est la vérité. C'est des années et des années de travail sur moi. Déjà, d'une part, pour arriver à parler aux gens, et d'autre part, pour comprendre qu'il n'y avait pas de risque. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un environnement compliqué, j'ai vécu des trucs compliqués qui ont fait que j'ai été obligé à certains moments de ma vie de me poser la question avant de parler à quelqu'un, est-ce qu'il y a un vrai danger ou pas? Je vous laisse imaginer les contextes dans lesquels j'ai pu me trouver pour imaginer ce genre de choses. Toujours est-il que j'ai eu un parcours un peu tumultueux et que j'ai appris un peu tout ça à mes dépens parce qu'en fait, pour moi, au début, les compétences sociales, c'était juste un désir d'adolescent de vouloir plaire aux gens, de vouloir avoir de l'impact parce que au final, c'est ce qu'on veut tous. Certains diraient non, mais je me fous du regard des autres, c'est faux. On est des êtres sociaux et notre survie dépend de l'impact qu'on a sur les autres, directement. Donc, on ne peut pas le nier, ça. Donc, comme tout le monde, j'ai voulu être moins timide, j'ai voulu sortir de ma tête, j'ai voulu ne pas être ce gamin qu'on pouvait harceler, ou j'ai voulu sortir de ça. Donc, à la base, c'est parti de là. Puis, quand j'ai commencé à être plus sociable, j'ai basculé dans autre chose où j'ai été dans un contexte un peu compliqué, parce que j'ai fait des choses qui étaient compliquées, parce que c'était de ma responsabilité à moi. En gros, j'ai fait certaines activités dans la rue pour faire les grandes lignes. Et ça m'a plongé dans des contextes où les compétences sociales, c'était de la survie, simplement. Ensuite, j'en ai fait mon métier, parce que j'ai travaillé dans la sécurité, j'ai travaillé dans des environnements dangereux où, en fait, si tu analyses mal les gens, il y a des grosses conséquences derrière. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dedans. Et puis, j'ai découvert une passion. Très vite, j'ai voulu comprendre l'humain parce que je ne le comprenais pas, en fait, à la base. Je ne comprenais pas les gens, j'arrivais pas à décrypter les émotions, à comprendre pourquoi les gens réagissaient de telle ou de telle manière. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas accepter ça. Donc, je vais vraiment essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, comment la psychologie humaine fonctionne, comment les dynamiques sociales fonctionnent. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir une vie compliquée qui m'a amené sur ce chemin. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas forcément eu cette chance. Et je parle bien de chance. Vous avez grandi de manière naturelle, spontanée. Vous avez été timide à un moment, vous l'êtes peut-être toujours à certains moments, et vous vous êtes rendu compte que petit à petit, naturellement, vous êtes fait des amis. Tant mieux, du coup, il n'y a pas de problème. Parce qu'au final, vous avez des amis, un cercle social, vous avez peut-être des copines, des copains, bref, vous avez des gens autour de vous. En fait, c'est là où vous faites erreur. C'est comme si, en gros, vous arriviez à vous nourrir, et du coup, à aucun moment de votre vie, vous vous posiez la question de ce que vous foutez dans votre assiette.
Sauf qu'on le sait, en fonction de ce qu'on mange, bah, ça va influencer notre vie, notre bien-être, notre santé. C'est pareil pour les compétences sociales. Vous parlez avec des gens tous les jours, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi les gens ont telle ou telle réaction. Donc en fait, vous avancez à l'aveugle dans un contexte social. Vous avez les yeux bandés, vous faites à l'instinct. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en proie à des erreurs qui peuvent vous condamner. Et ça, c'est une vérité. Par exemple, dans le cadre du business, parce que c'est le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, la moindre erreur, elle est fatale. J'ai été dans des soirées d'entrepreneurs, j'ai vu des mecs se bourrer la gueule, faire les fous, danser. C'est quoi les conséquences derrière? Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce mec-là? Est-ce que j'ai envie de lui confier de l'argent? Est-ce que j'ai envie de lui faire confiance? Jamais. À l'inverse, en apprenant à maîtriser ces compétences sociales, je suis rentré, moi, dans des cercles auxquels, de base, je ne devrais pas avoir accès. Parce que je suis complètement en dessous au niveau business, parce que je n'ai pas du tout eu la même évolution que les autres, parce que je gagne très souvent, quand je suis dans une pièce avec des potes à moi, je suis le mec qui gagne le moins d'argent. Pourquoi est-ce que je suis dans cette pièce? Vu que le dénominateur commun de tout le monde, c'est le business. Et que ce qui, normalement, en tout cas aux yeux des autres, implique un certain respect, c'est le degré d'évolution dans ce business-là. Comment est-ce que moi j'ai fait pour me retrouver dans ces cercles-là? Comment est-ce que j'ai fait à un moment donné pour changer ma condition, pour passer d'un mec qui vendait de la drogue, qui était un fils de pute fini, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand tu fais ce genre de choses, comment je suis passé de ce stade-là à un mec aujourd'hui qui a un cercle social incroyable, etc., et qui est épanoui dans sa vie? Compétences sociales, rien d'autre. Donc là, évidemment, on part de deux extrêmes. Mais en fait, vous, ça va vraiment vous aider dans vos business, dans toutes vos relations. Vraiment tout. Que ce soit quand vous devez parler avec votre associé, que ce soit dans vos relations intrafamiliales, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans la séduction. En fait, sans vous en rendre compte, vous utilisez les compétences sociales. En fait, vous jouez au jeu social. Le jeu social, qu'est-ce que c'est? Imaginez une grande toile d'araignée qui réunit tout le monde. On est tous sur cette toile d'araignée, en fait, sans même le savoir, sans en avoir conscience. Et en fait, il y a des codes qui régissent tout ça. Il y a des codes, il y a des règles, il y a des choses qui sont acceptées ou non. Il faut en avoir conscience. Alors, il y a des choses qui sont communément admises. Par exemple, je rentre dans une pièce, je dis bonjour. Voilà, ça, tout le monde le sait. C'est un code, c'est un contrat social que tout le monde a accepté. Si jamais un mec ne le fait pas, bah, il se fait niquer sa mère. Certains auront la référence. Et du coup, ça, c'est bien, d'accord, c'est super, c'est admis. C'est un des premiers trucs qu'on t'apprend quand t'es gosse. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les choses que les gens n'ont pas réussi à conceptualiser? Parce que le bonjour, oui, d'accord, c'est une marque de politesse, ça, tout le monde le sait. Mais en fait, les êtres humains fonctionnent différemment, ils sont extrêmement complexes. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment comprendre les gens? Là, c'était une petite introduction pour vous expliquer, vous amener à ce moment où je vais vous donner des clés. Là, le but, c'est pas juste de rentrer dans la théorie, j'ai même plus envie de parler de moi pour être honnête. Je veux juste vraiment vous donner des clés extrêmement concrètes que vous allez pouvoir appliquer. Ok? Je suis pas là en mode, je suis pas juste là pour vous ouvrir les yeux. Bon, là, ils sont ouverts, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que moi, la branlette, ça me fait chier, donc on va rentrer dans du concret. Je vous ai fait une pyramide. Peut-être que vous n'arriverez pas à lire, c'est pas grave, je vais vous le dire. Cette pyramide, elle a 7 paliers, 7 stades. C'est les 7 stades du développement social. Ce truc-là, vous ne le verrez jamais ailleurs. Ce n'est pas un mec avec un nom abracadabrantesque qui l'a inventé. C'est moi il y a 3 jours. Donc, du coup, voilà, c'est très simple, hein. Ça commence par la première étape. J'espère, et d'ailleurs, bon, je le sais, vous n'êtes pas dans ce cas-là, heureusement, parce que vous êtes là. La première étape, c'est l'enfermement. Donc, c'est le premier stade. Vous êtes chez vous êtes bloqué chez vous n'arrivez pas à sortir, vous n'arrivez pas à voir des gens parce qu'il y a peut-être une anxiété sociale, une phobie, un traumatisme, une dépression, bref, un facteur qui vous enferme. Ça peut être aussi une maladie qui vous immobilise, ça peut être plein de choses. Et ne vous dites pas que les réseaux sociaux, bah, vu qu'il y a le nom sociaux dedans, ça marche. Non, ça ne marche pas. Vous n'utilisez pas tant que ça les compétences sociales sur la partie justement des réseaux, etc. parce que l'énergie est bloquée, en fait. Quand vous parlez par message, l'énergie, elle passe moins, c'est compliqué. C'est pour ça que, par exemple, dans la séduction, on va conseiller d'aller sur les rendez-vous le plus vite possible. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est très compliqué de créer une connexion avec quelqu'un par message. Très compliqué. Donc là,
Ok, premier stade, enfermement. Heureusement que vous n'êtes pas là-dedans et je ne vous souhaite pas d'être là-dedans. Peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que ça vous arrivera. C'est pas grave, on va voir comment en sortir. Lutte interne. Ça, c'est le moment, peut-être certains sont là-dedans actuellement, c'est le moment où en fait vous allez commencer à sociabiliser, vous allez parler à des humains, mais ça va vous demander un effort colossal. Vous allez devoir lutter contre vous-même, contre vos pensées, vous allez avoir des croyances limitantes, des peurs, du jugement, plein de choses qui vont vous retenir et vous empêcher d'aller vers les gens. Ensuite, on va avoir la lutte externe. Là, vous êtes en contact avec les gens, vous êtes par exemple à cette soirée, mais vous êtes toujours en lutte parce que vous arrivez à plaire. Vous voulez arriver à plaire, mais vous n'y arrivez pas en fait. Il y a cette friction. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous faites une blague, ça tombe à plat, les gens ne vous écoutent pas trop, vous sentez qu'ils rigolent, mais par politesse, c'est un peu compliqué. Ça détourne le regard, le langage corporel, il n'est pas aligné à vous. Enfin bref, il y a des choses qui font, il y a des signes, vous n'êtes pas con, vous avez de l'intuition, vous captez que votre présence, elle est un peu gênante. Donc là, vous êtes en lutte externe. Ensuite, la phase de découverte. Bon, je te fais une petite intervention surprise pour te dire que si jamais tu veux savoir à quel stade de l'évolution sociale tu es exactement et comment tu peux faire pour gravir les échelons facilement, clique sur le lien dans la description. Pourquoi? Parce que je t'ai préparé un test de compétences sociales qui te donnera ton stade exact ainsi qu'un plan d'action concret pour devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer. Tu as juste à cliquer, c'est complètement offert. Régale-toi. Ça devient intéressant. C'est le moment où vous allez mettre le doigt sur les compétences sociales, vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne et vous allez le mettre en application. Donc là, vous commencez à découvrir que, ah putain, si j'agis de telle manière, il se passe telle chose. Voilà, loi de cause à effet, ça marche en société et en fait, il y a certaines méthodes, certaines choses qui vont vous permettre d'arriver à certains résultats. Là, vous commencez à découvrir tout ça, mais c'est encore un stade. On arrive sur l'approfondissement. Là, c'est la phase qui est vraiment intéressante. C'est là où vous tous vous arrêtez. Là, vous ne l'avez pas fait, l'approfondissement. Vous êtes en phase de découverte au maximum. Phase de découverte, c'est les plus éveillés d'entre vous. OK? Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un phénomène bien connu, justement, qui fait que vous êtes bloqué à ce stade-là. Approfondissement, c'est quand vous réalisez à quel point les compétences sociales, c'est un sujet qui est profond et c'est un sujet qui est accessible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a un truc qui me fascine, que je trouve ça complètement anormal, c'est que l'aspect psychologie humaine, relation en société, c'est réservé aux psychologues. Tu veux des infos là-dessus, il va falloir parler à un psy. Je trouve ça bizarre. Je trouve pas ça normal. Alors que c'est le truc qui nous unit tous. Ça devrait être, pour moi, dans le langage commun. Donc c'est pour ça que ça coince, déjà au niveau de l'approfondissement, parce que c'est plus compliqué. Mais aussi parce qu'il y a besoin d'une forte initiative personnelle. Pourquoi c'est dur d'être compétent socialement? C'est une grosse barrière à l'entrée. C'est dur de se dépasser, d'affronter la peur du rejet systématiquement. C'est ça qui se passe. À chaque mot que je fais devant vous, j'affronte la peur du rejet. Parce qu'à tout moment, vous vous barrez parce que j'ai dit de la merde. Donc là, je l'affronte. Et c'est pas grave parce que j'ai l'habitude. Mais imaginez quelqu'un qui ne l'a jamais fait, c'est atroce pour lui. Rappelez-vous des moments où il y avait cette putain de poésie à apprendre par cœur, que vous retrouvez devant la classe, que vous priez intérieurement pour être, espérons-le, pas interrogé parce que peut-être qu'on a oublié votre nom dans la liste, ou alors au moins le lendemain parce que peut-être que ça apaisera votre souffrance. Et au final, bon, évidemment, vous êtes dans les deuxièmes interrogés, vous vous retrouvez devant la classe, devant tout le monde, et là, c'est dur, la poitrine qui se serre, la gorge nouée, vous le sentez, c'est horrible, c'est horrible. Mais c'est exactement ce qui va se passer si là, je prends quelqu'un au hasard et je lui dis parle-moi de la politique de l'immigration. Putain, l'enfer. Je souhaite à personne. L'enfer. C'est dur. Je pars loin, hein, mais comme ça, vous visualisez le truc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une grosse barrière à l'entrée, donc c'est pour ça que personne ne fait approfondissement. Ensuite, là, on a un stade qui est assez particulier, et je ferai venir quelqu'un qui est parmi vous, qui l'a expérimenté. Il y a très peu de gens qui l'ont fait. Je suis fier de lui. Le stade de conscience. C'est un stade où vous êtes dans une sorte d'état de flow, et vous prenez conscience des dynamiques sociales qui s'opèrent, et vous arrivez à rebondir de manière complètement instinctive. En gros, vous devenez quasiment un expert dans ce domaine-là, et ça devient naturel pour vous. Très peu de gens arrivent à faire ça. Très peu de gens ont une lecture analytique, directe, instantanée sur les gens, sur ce qui se passe, sur les dynamiques sociales. À un moment, j'ai fait un truc, je suis désolé les gars, je vais devoir le dire. J'ai pris Emeric avec moi, qui est un de mes élèves. On s'est posé dans le coin de la salle et je lui ai fait un débrief sur tout le monde. J'ai dit, écoute, là, il y a cette personne qui a un langage corporel super fermé. Je ne vais pas donner les noms, ça ne sert à rien. Tu sens que cette personne, elle n'est pas à l'aise. Là, il y a l'autre qui est en train de prendre le lead sur toute la discussion, etc. Et j'aurais pu dérouler le truc pendant des heures. Parce qu'en fait,
juste en un regard, tu arrives à comprendre la psychologie de la personne, tu arrives même à comprendre sa vie. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai. En fonction de vos comportements, des actions, des gestes que vous pouvez avoir, je peux savoir s'il y a des traumatismes, je peux savoir s'il y a eu des trucs compliqués, etc. C'est dingue, mais votre corps vous trahit parce que vous ne comprenez pas encore comment votre corps fonctionne et vous n'avez pas le plein pouvoir dessus. La vérité, c'est que vous ne l'aurez jamais à 100%. Et il y a un dernier stade, c'est le stade d'hyperconscience, où là, ce n'est pas juste que vous allez comprendre les dynamiques sociales, mais c'est qu'en fait, vous allez même pouvoir les anticiper, vous allez pouvoir avoir du contrôle dessus, et vous allez rentrer directement en état de flow. Pour vous, les interactions sociales, c'est un terrain de jeu. C'est, par exemple, il y a beaucoup de psychopathes qui ont ça. C'est très facile pour eux. Pourquoi c'est facile pour un psychopathe? Parce qu'en fait, il a très peu de barrières émotionnelles. C'est beaucoup plus facile pour lui de rentrer dans de l'analyse et dans de l'état de flow. Il y a beaucoup moins de friction, en fait. Donc, pour un individu, je dirais, neurotypique, quelqu'un de normal, c'est très compliqué d'arriver à ces stades-là. Mais c'est faisable. Honnêtement, dans ma vie, je crois que j'ai peut-être croisé que 2-3 personnes qui arrivaient à faire ça, et encore, je pense que même pas. Il y a très peu de gens qui arrivent à ces stades-là, où vraiment, en fait, on parle d'un stade où, en un regard, d'un point de vue complètement intuitif, tu arrives à analyser la personne, à comprendre qui elle est. Il y a des gens qui arrivent, vraiment. Il y en a très peu, mais il y en a. Bon, ça, c'était une petite pyramide comme ça, on s'est amusé, c'était cool. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une question? Dis-moi. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut être dans un état hybride entre plusieurs stades Si, totalement. Faut toujours se méfier de ce genre de schéma parce que c'est extrêmement réducteur, extrêmement basique. C'est pour avoir une idée globale, mais comme tu dis, tu peux complètement être dans un stade d'enfermement, mais en même temps de lutte interne parce que tu te dis, putain, il faut que je sorte de chez moi, et tu arrives à le faire. Tu as peut-être dit bonjour à la boulangère, bon ok, c'est juste bonjour, mais c'est déjà bien, tu vois, et donc tu avances. Mais en fait, de toute façon, quand tu passes d'un état à l'autre, on peut remercier Kevin qui en a parlé, en fait, tu es obligé à un moment donné d'être entre les deux. Tu es obligé. Il n'y a jamais une jonction claire, il n'y a jamais une scission claire. Tu es obligé de, je dirais, d'être dans la nuance. Tout est nuancé de toute façon, surtout dans les évolutions. Donc là, on va rentrer dans quelque chose de plus concret. Je vais vous parler de l'élément qui vous bloque tous dans vos relations sociales. Est-ce que, il y en a un ici, qui n'est pas un de mes élèves, qui aurait conscience et qui saurait me dire quel est vraiment l'élément qui est le dénominateur commun de tout le monde, qui bloque dans les relations sociales et qui fait que vous n'arrivez pas à être impactant? Ouais. La peur du rejet. Non. Soi-même. Non. Le regard des autres. Non. D'autres? Le propre regard. Non. Beaucoup plus simple que ça. En fait, et en même temps plus compliqué. Ouais. Le langage verbal. Non. Peut-être l'intention commune de responsabilité. Non. Non. En gros, c'est quelque chose dont on parle peu. Donc en fait, c'est normal que vous ne me l'ayez pas dit parce qu'on ne vous en a jamais parlé. Mais vous allez, et pourtant, vous allez vous dire, mais putain, mais c'est logique. Mais juste vu que personne n'a mis de mots dessus et que personne n'a été creuser le truc, bah, vous n'allez pas forcément l'avoir instinctivement. Ce qui vous empêche, mais radicalement, de connecter avec les gens et ce qui vous a peut-être empêché à certains moments, là, quand vous parliez aux autres, de dire des choses que vous aviez envie de dire, c'est de rester bloqué dans vos têtes. Vous la connaissez, cette sensation. Vous avez envie de dire un truc, vous êtes bloqué dans votre tête. Ça ne sort pas. Vous le savez. C'est juste ça. Alors après, il y a différentes raisons. Effectivement, ça peut être l'ego, ça peut être la peur du rejet, ça peut être plein de choses. Mais factuellement, ce que vous ressentez, c'est ça. Vous êtes bloqué dans votre tête. Là, je vais vous expliquer comment en sortir. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre vos entraves. Ça, par exemple, c'est un travail que je vais faire avec mes élèves qui paraît un peu contre-intuitif parce que ce n'est pas forcément l'objet de base quand on parle de compétences sociales, de charisme, de tout ça, mais c'est de travailler sur ces entraves et de travailler sur l'introspection. C'est super important. Là, ça suit la conférence de Kevin, par exemple, ça tombe bien, mais c'est important en fait de connaître vos entraves. Quels sont vos traumatismes? Quels sont les événements que vous avez pu vivre? Est-ce que vous avez été traumatisé par la poésie au tableau? Sûrement.
Il n'y a pas de hiérarchie hein, dans le traumatisme. Il n'y a jamais de hiérarchie dans la souffrance. Ça, c'est important. Faut pas vous dire, ah, mais j'ai pas vécu un truc grave, donc je comprends pas. Ouais, mais peut-être que pour toi, pour ta vision à toi, c'est grave. Peut-être que pour ta vision à toi, ça t'a marqué. Et ça suffit. On s'en fout, il n'y a pas de hiérarchie. Et je connais des mecs, ils font des OPEX, ils font la guerre, ça les marque pas. Ils se font quitter par leur meuf, par contre, ils sont à genoux. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais réfléchissez à ça. Quelles sont vos entraves, vos traumatismes? Quand je dis entrave, je parle de traumatisme. Mais ça peut aussi être des entraves plus physiques. Ça peut être, par exemple, vous avez une addiction, quelque chose qui vous bloque par rapport aux autres, parce que vous avez honte de ça. Vous pouvez avoir aussi, évidemment, des addictions qui vont perturber vos comportements. Vous pouvez avoir des entraves, par exemple, liées au sommeil. Vous ne dormez pas assez, vous êtes moins compétent socialement, vous restez plus facilement bloqué dans vos têtes. Vous êtes en mauvaise santé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez moins d'énergie, vous êtes bloqué dans votre tête. Les entraves, vous en avez énormément. Faites un tableau, listez-les, et ensuite déterminez lesquelles sont les plus entravantes au quotidien, lesquelles sont les plus bloquantes pour vous. Vous les déterminez, vous les réglez en priorité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment est-ce qu'on fait dans l'instant T quand on est bloqué dans sa tête et on veut en sortir? Vous êtes par exemple dans une discussion intéressante, vous êtes dans un date, vous commencez à trop réfléchir, à vous dire « Ah, je dois dire ça ». Vous commencez à surintellectualiser les choses et vous sentez qu'en fait, pour être performant, il faut rentrer en état de flow. Moi, depuis tout à l'heure, je ne réfléchis pas. Hein. À aucun moment, je réfléchis dans ce que je dis. Hein. Je ne pense pas dire des trucs trop débiles pour autant. Parce qu'il faut se faire confiance à un moment donné. Et il faut comprendre aussi que, en fait, vous n'avez pas besoin d'interférer entre une situation et votre cerveau. Votre cerveau, il a toutes les informations. La situation, elle va lui donner le contexte. Et vous n'avez pas besoin de passer entre les deux et de dire « Ah, là, il s'est passé ça, donc il faut que je dise ça ». Votre cerveau, il sait déjà. Le seul truc que vous avez à faire, c'est de lui dire « Écoute, je te laisse aux commandes. De toute façon, tu sais déjà ce que tu as à faire. » Ça, évidemment, vous avez déjà travaillé un peu sur vous. Mais vous tous, vous l'avez fait. Donc faites-vous confiance, lâchez prise. Donc c'est pour ça que je vous dis que le seul truc que vous avez à faire là maintenant pour être plus impactant, c'est sortir de vos têtes. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, évidemment, on enlève ces entraves, en tout cas on les combat le plus possible. Si jamais vous allez à un événement, par exemple, vous avez un date, vous avez bref, un événement où vous avez besoin d'être impactant socialement, mais vous avez une pensée parasite. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez du taf à finir, vous avez appris une mauvaise nouvelle, ça arrive. Comment est-ce qu'on fait? Il y a une astuce comme ça qui est géniale. Jordan Peterson, il en avait parlé dans son livre 12 règles pour une vie, c'est un livre que je conseille vraiment bien. La fille de Jordan Peterson, elle a une maladie qui est terrible, je crois que c'est au niveau des os, etc., qui lui inflige des douleurs atroces. Le problème, c'est que ces douleurs, ça lui force à se concentrer là-dessus. Il lui a dit un truc qui l'a aidé. Il lui a dit, écoute, je sais que tu as mal, je sais que c'est dur, mais on parlera de ça ce soir à 21h et tu te concentreras sur ça ce soir à 21h. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça envoie le message de « il y a un problème là », et ton cerveau, lui, il veut que tu saches qu'il y a un problème. Donc il t'envoie des signaux, donc il te le fait tourner en boucle dans ta tête. Donc là, ce que tu vas lui dire, c'est « t'inquiète, je sais, il n'y a pas de problème, on va traiter ce problème, mais on le fera plus tard ». Ça, c'est le truc de base. Ce que vous pouvez faire aussi, évidemment, c'est rationaliser sur le problème. Est-ce que je peux le régler maintenant? Oui, dans ce cas, autant le faire. Je ne peux pas? Ça ne sert à rien, je le ferai plus tard. Quand est-ce que je pourrais le faire? Ah, je pourrais le faire demain. Mais il faut la réponse. Une fois que vous avez la réponse, votre cerveau, il va mettre ça en arrière-plan. Ça sera plus, vous n'allez plus le conscientiser, ça ne va plus vous bloquer. Il reviendra dessus au moment venu. Donc faites-vous confiance. Ça, c'est important de contrôler vos pensées. Souvent, c'est vos pensées qui vous empêchent d'être à l'aise socialement aussi. Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je ne vous donne pas forcément de hacks, de techniques, je vais vous en donner un. Mais là, c'est juste déjà votre état d'esprit, parce que ça commence par là. Parce que la vérité, c'est que vous êtes tous intelligents, vous savez tous comment les êtres humains fonctionnent plus ou moins. Oui, d'accord, vous n'êtes pas des experts. Oui, je vous ai expliqué tout ça, les différents stades. Mais déjà, à la base, c'est juste de passer un bon moment avec une personne. Ça, c'est la base. Voilà, je passe un bon moment avec vous. Je ne suis pas en train de me prendre la tête. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, je pense à ça. Non, je kiffe. J'espère que vous aussi. Bon, du coup, vous arrivez à contrôler vos pensées. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Pour une fois qu'on a classifié l'information et qu'on s'est dit, bon, ça, je m'en occupe plus tard, ou alors c'est pas important, bref,
Comment est-ce que, du coup, on se concentre sur l'instant présent? C'est une technique que j'avais donnée à Elliot, d'ailleurs, qui l'a appliquée surtout parce que toi, tu es pompier, donc tu as des interventions à faire. En fait, en intervention, tu ne peux pas trop te permettre de penser à autre chose ou de stresser ou de paniquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ancrer dans le moment présent, être sûr non seulement qu'on soit compétent socialement, mais aussi qu'on performe dans ce qu'on est en train de faire. Parce que, par exemple, il y en a un ici qui a fait du basket. Tu sais ce qu'il faut faire pour être présent sur le terrain. Il faut se concentrer sur le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Qui a la balle? Qui est à telle position, etc. Où est-ce que je dois être moi? C'est ça que tu fais. Et là, c'est exactement la même chose. Comment est-ce qu'on est impactant en société? On se concentre sur ce que la personne est en train de nous dire. On se concentre sur ce qui se passe autour. Et c'est le meilleur moyen de se remettre dedans, en fait. Ça va être vraiment un travail qui va être important. Vous sentez que vous avez dérivé parce que vous avez une pensée parasite, vous êtes un peu égaré. Qu'est-ce que vous faites? Ok, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Vous faites travailler vos 5 sens et là, naturellement, vous allez vous ancrer à nouveau dans le moment présent. Simple. C'est super facile à faire. Le seul problème, c'est que vous ne le savez pas. Et vu que vous ne le savez pas, vous ne le faites pas. En fait, c'est un truc basique. Donc là, maintenant, vous le savez, vous aurez juste à le faire et vous verrez que ça marche dans 100% des cas. Il n'y a aucun cas où ça ne fonctionne pas. Ça, c'est bien. On va passer à la suite. Déjà, il faut que je vous explique aussi pourquoi est-ce que, par exemple, dans les compétences sociales, vous n'avez pas assez approfondi le sujet. Parce qu'il y a une courbe qui est très connue, qui s'appelle la courbe de Dunning-Kruger. Alors, Dunning-Kruger, ce n'était pas un monsieur, c'était 2 messieurs. Voilà. Qu'on fait du coup une étude sur les comportements humains, s'intéresser à ça. En gros, la courbe, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand vous commencez à apprendre des choses, donc par exemple, je vous prends votre exemple typique. Vous êtes sur Instagram, vous scrollez, vous tombez sur un post. C'est un post avec, dans le pseudonyme, forcément un nom type motivation, red pill, mindset, bref, tous les noms à la con que je ne peux plus entendre. Donc, vous tombez là-dessus. Vous tombez du coup sur un post qui vous dit voilà un conseil pour être charismatique, tiens-toi droit. Ok, super, merci artiste. Et donc du coup vous êtes tombé là-dessus, et vous dites ah putain il a raison. Ça c'est vous d'il y a 5 ans, hein, vous étiez encore un peu débile, enfin bon voilà. Vous dites ah ouais il a raison. Donc là ça y est vous êtes incroyable hein, parce que là à ce moment-là vous êtes en haut de la courbe, vous êtes des génies les mecs, vous savez qu'il faut se tenir droit. Bravo. Vous avez compris ça. Vous savez aussi qu'il faut bien articuler. Vous savez qu'il faut regarder droit dans les yeux. Vous savez faire vos lacets aussi. Donc en fait, vous êtes exceptionnel. Vous êtes à ce stade du développement. Et puis, un jour, vous tombez sur un compte qui s'appelle Azure, au hasard. Hein. Et en fait, vous apprenez des trucs. Vous vous dites, putain, ça a l'air compliqué ça. Donc il y a 2 possibilités. Parce qu'en fait, là, l'ego, après, il est un peu détruit. En fait, vous apprenez des trucs, vous vous dites, mais en fait, je ne sais pas grand-chose. Je pensais que j'étais bon socialement. Moi, c'est un truc qu'on me dit tout le temps. Je me régale à chaque fois. À chaque fois, il y a des mecs qui sont pas très bons. Ils me disent, ouais, franchement, je me débrouille bien. Ouais. Non, mais je vais quand même, ouais, on va quand même se faire cet appel, hein, mais en vrai, j'ai pas trop besoin de toi. Quoi. À chaque fois. Et par contre, les mecs qui sont bons, qui ont déjà des bonnes bases et tout, ils sont en mode, mec, j'ai envie d'apprendre et tout, viens, on discute. Et en fait, pourquoi? Parce que courbe de Dunning-Kruger. Moins vous en savez, plus vous avez l'impression d'en savoir. Et donc, la courbe de l'arrogance, en fait, elle est là. Ça, c'est la courbe de l'arrogance, si vous voulez. Donc là, votre pic d'arrogance, il est là. Parce qu'en fait, vous avez appris un petit peu, donc vous avez l'impression d'être très fort. Ce qui se passe, c'est qu'après, vous apprenez un peu plus parce que les plus intelligents auront continué là-dedans, parce qu'il y a une petite motivation, pic de dopamine. Quand on apprend un truc, on a envie d'apprendre plus. Vous continuez là-dedans, et là, ça fait mal. Vous vous rendez compte que vous êtes mauvais. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez laissé passer plein d'opportunités parce que vous n'avez pas été assez à l'aise. Et ça, c'est un truc dans les compétences sociales qui est important. C'est que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous ratez souvent. Par exemple, vous allez à une conférence, vous allez à un événement, vous vous dites « Ah, c'est cool, ça s'est bien passé, il y avait une bonne ambiance. » Alors d'accord, mais le problème, c'est que vous ne réalisez pas à quel point vous avez peut-être raté des opportunités. Par manque de compétences sociales, par manque de passage à l'action, par manque de plein de choses. Voilà. Donc le mec qui se forme un peu, il le réalise. Ça fait mal, ça pique. Là, il sent comme une merde. C'est terrible. Il se sent comme une merde. Il se dit putain, mais je comprends rien en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas assez bon, ça va pas. Donc là, il y a 2 possibilités. Il y a le mec qui arrête.
Voilà, simple. Il se dit, bon, c'est pas trop pour moi, on va faire autre chose. Je sais pas. Et il y a le mec qui commence à se former. Et puis là, effectivement, il finit par devenir vraiment compétent, mais il aura l'impression que c'est jamais assez. Là, on parle de compétences sociales, c'est valable pour tout. Voilà. Donc ça, c'est juste pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes des fois à un stade où vous avez l'impression que vous connaissez, vous n'êtes pas mauvais, mais pourtant, il n'y a pas de grosse transformation dans vos relations. C'est peut-être pour ça. Si vous avez l'impression que vous êtes à l'aise socialement, mais qu'en fait, vous n'avez pas votre idéal, vous n'avez pas atteint votre idéal social, c'est-à-dire un cercle incroyable, un charisme incroyable, les gens, limite, ils vous arrêtent, ils vous disent, mais putain, mais comment tu fais, une éloquence incroyable, etc. Et que pourtant, vous n'avez pas ça, mais pourtant, vous avez l'impression que vous êtes bon, la courbe. Voilà. On va continuer. Hein. Bon, là, je vous ai expliqué comment sortir de sa tête. Je vais vous donner une stratégie pour devenir sociable en une semaine. La promesse est vraiment, vous allez le faire. Hein. Vous allez être sociable en une semaine. Quand je dis sociable, c'est au-delà de ça, c'est à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément tous super à l'aise socialement. C'est pas facile, hein. Va voir quelqu'un dans la rue, lui faire un compliment, c'est compliqué. Je vais vous donner le protocole très simple, même si vous êtes timide. Même le plus timide, le plus gogol ici, commencez pas à vous regarder entre vous pour savoir qui est qui. Même le plus gogol ici pourra le faire. Non, je te regarde pas, Yakin. Ça, c'est ce que tu te dis, mais... Le protocole, il est simple. C'est que... tu parlais d'Inoxtag, l'Everest, tout ça. J'aime bien cette métaphore. Inoxtag, pour monter l'Everest, c'est incroyable d'ailleurs, il a commencé petit, entre guillemets. Il a fait le Mont Blanc. Trop facile. Le mec fait... Enfin bon, voilà. Bon, il a fait le Mont Blanc, il y a été étape par étape. C'est pareil dans les relations sociales. En fait, c'est un muscle. Quand vous allez à la salle, vous n'allez pas direct sur la barre de squat à 160. On va peut-être s'échauffer un peu. On va peut-être éviter de se sortir les rotules. Donc, mais c'est la même chose. Quand vous voulez être performant en société, quand vous voulez devenir éloquent, rentrer dans un état de flow, le fameux état de conscience en fait. Comment vous faites? Vous allez étape par étape. Premier truc, vous sortez dans la rue, vous souriez. Vous regardez quelqu'un, vous lui souriez. Vous faites ça 10 fois. 10 personnes, vous souriez 10 fois. Au début, ça va être bizarre. Hein. Les gens, ils vont regarder. Certains vont sourire par politesse, c'est bizarre. Même vous, vous allez un peu vous forcer, ça va être un peu gênant. Puis après, ça va devenir naturel. Ça va devenir naturel. Donc là, ça va vous donner de la confiance. Inoxtag, l'Everest, c'est le même principe. Vous allez étape par étape. À la salle, vous faites de la surcharge progressive. Même principe. Ensuite, vous allez dire bonjour. Bonjour, vous faites 10 fois, pareil. Putain, c'est facile en fait de parler aux humains. En fait, il y a des humains, je peux communiquer avec eux. Wow, vous êtes comme ça. Hein. C'est en mode, wow, mais c'est dingue. Bon, et là, vous allez faire un peu plus parce qu'en fait, bonjour, c'est marrant, mais vous allez commencer à rentrer dans du small talk, donc la discussion de surface. Donc, discussion de surface, c'est bonjour, vous allez bien? Ah, j'aime beaucoup votre sac. Vous l'avez acheté où? Bon. Là, vous rentrez dans une discussion de surface, c'est très bien. Donc là, vous continuez, vous tenez ce rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire ça le même jour. Hein. Ça peut être sur une semaine, justement. C'est pour ça que c'est intéressant de répartir. Discussion de surface. Ensuite, vous allez rentrer sur de la discussion plus profonde. Avant de rentrer dans la discussion vraiment profonde, ce qui est intéressant, c'est la discussion émotionnelle. C'est ce qui permet de faire la transition. Une discussion émotionnelle, si vous voulez, c'est quand vous allez commencer à rentrer, je dirais, dans une sorte de stade où la personne est plus débridée déjà. Il y a moins de filtres, il y a moins de barrières. En général, les gens, ils sont assez rigides quand vous allez leur parler, ils vont être un peu fermés. Si vous rentrez dans de la discussion émotionnelle, en fait, c'est quoi? C'est les anecdotes. Ça parle des vacances. Ça parle de trucs cool. Et en fait, en faisant ça, en parlant, par exemple, des objectifs, des ambitions, en parlant de souvenirs sympas, en fait, vous allez créer justement un cadre où vous allez pouvoir commencer à créer une connexion avec la personne. Donc ça marche effectivement si vous venez d'aborder quelqu'un dans la rue, mais ça marche en soirée, ça marche dans plein de choses. En général, vous restez trop en discussion de surface et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à connecter vraiment avec les gens. C'est pour ça qu'en fait, vous rencontrez quelqu'un et ça aboutit pas. Bah oui, la discussion de surface, il y a peu de lien de créer. En fait, un lien se crée au moment où un être humain baisse sa garde. Comme ça. Vous êtes des bonnes personnes. Vous n'allez pas lui faire du mal. Au contraire, vous allez
l'aider à se sentir bien. Et donc, votre rôle, c'est quoi? C'est d'avoir des bonnes discussions émotionnelles avec cette personne, de la mettre en valeur. C'est de parler de sujets qui la passionnent. En fait, vous savez que c'est bon, et là, évidemment, c'est de l'instinct, c'est de l'observation. Vous savez que c'est bon quand, à un moment, la personne, elle a un espèce de switch entre un regard qui va être plutôt insipide, classique, à la petite lueur qui brille. Là, vous avez gagné. C'est bon, vous avez gagné. Après, vous avez juste à poser des questions, et puis la personne, elle est partie. C'est trop bien. Puis, dites-vous qu'en fait, vous faites du bien à l'humanité en faisant ça. Parce qu'il y a un truc que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est crucial de savoir faire ça et pourquoi vous avez besoin d'apprendre à faire ça aussi? Parce que moi, je me souviens d'une époque où tout le monde se parlait. Vraiment, hein. Il y a quelques années, tout le monde se parlait. Tu sortais dans la rue, tu parlais à quelqu'un, il n'y avait pas de problème. Puis, il y a eu le Covid, il y a eu les écrans, il y a eu plein de choses qui se sont rajoutées qui ont fait que on a perdu le contact avec les autres. C'est devenu quelque chose d'anormal de parler à un inconnu dans la rue. Alors qu'à la base, ce n'était pas un inconnu, c'était juste quelqu'un comme nous, et lui parler, finalement, c'était quelque chose de plutôt classique. On a perdu ce lien-là. En fait, il faut le recréer, vraiment, c'est important. C'est même vital de le recréer. Donc ça va être essentiel. On va rentrer dans des conseils plus profonds. Je vais essayer d'être efficace, vous en faites pas. Donc là, voilà, c'est la stratégie pour ne plus être timide et vraiment le faire étape par étape. On va parler de développer des compétences clés, parce que c'est intéressant tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour être éloquent, charismatique, là, vous connaissez le truc. Du coup, comment être éloquent? Il y a plusieurs choses, voix, rythme, intrigue, répartie. Comment travailler votre voix? Faites du chant, faites du théâtre. Vous avez la flemme, moi aussi, donc on va voir comment faire autrement. Vous avez plusieurs choses. Votre voix, c'est un instrument. Okay, c'est un instrument qui se nourrit de deux choses, la résonance, la respiration. La base, c'est d'avoir une respiration ventrale. Okay, il faut que vous adoptiez une respiration ventrale au quotidien dans votre vie. Il y a deux raisons. La première, c'est que ça va vous faire déstresser naturellement, parce que c'est beaucoup plus naturel de respirer avec le ventre. En fait, quand vous respirez à plein poumon, normalement, c'est dans les situations de stress. Donc, ça veut dire que si vous faites ça au quotidien, en fait, toute la journée, vous êtes en situation de stress sans le savoir. Chiant. Donc là, du coup, respirez avec le ventre déjà. Ça va vous permettre de mieux puiser dans votre voix. Ensuite, travailler la résonance. Comment est-ce que ça fonctionne, un instrument? C'est quoi la différence? Je vous pose la question entre un ukulélé et une contrebasse. Non, non, mais très basique, hein, très con. Vous avez 6 ans. Tu as 6 ans, parfait, génial, c'est la réponse que je voulais. C'est la taille. Mais vraiment, le ukulélé, en fait, ça a une caisse de résonance qui est minuscule. La contrebasse, il faut être assis pour en jouer. C'est exactement pareil avec votre voix. Est-ce que vous faites vibrer votre voix dans votre gorge ou est-ce que vous la faites vibrer dans votre poitrine? Déjà, ce n'est pas pareil. C'est important d'avoir une puissance vocale parce qu'en fait, si vous restez bloqué dans une résonance au niveau de la gorge, bah non seulement déjà vous aurez une voix moins profonde, mais en plus, vous aurez moins d'impact aussi, moins de puissance. Évidemment, il y a aussi la posture. J'étais comme ça, c'est déjà plus compliqué. Non. J'ai les épaules en arrière, c'est une posture naturelle, hein, je ne vais pas forcer les choses, mais ça permet aussi de déployer plus de puissance vocale et ça évite en fait de forcer sur la voix. Je ne force pas sur la voix depuis tout à l'heure. C'est naturel, c'est complètement naturel. Pourquoi c'est important d'avoir une profondeur vocale? Pourquoi est-ce qu'on aime écouter du violon? Pourquoi est-ce qu'on aime écouter du piano? Parce qu'en fait, il y a, je dirais, vous voyez le spectre sonore, le spectre de fréquence, avec les graves et les aigus. Quand vous faites une note avec, par exemple, un piano, une guitare, un violon, ça va se répartir sur le spectre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une plage de fréquence qui est large, qui est complexe. C'est ça qui sonne bien à notre oreille. Pourquoi est-ce qu'un bip affreux, bah c'est affreux et on n'a pas envie de l'entendre? Parce que la plage de fréquence est complètement réduite. Donc, plus vous allez avoir de la profondeur vocale, plus vous élargissez justement la plage de fréquence, plus votre voix elle est agréable aussi à écouter. Voilà, tout simplement. Parce qu'une voix trop aiguë, bah, par exemple, c'est pas agréable. Personne n'aime écouter quelqu'un qui a une voix trop aiguë. Donc, si vous avez une voix trop aiguë, il faut bosser là-dessus. Ça, c'était le premier truc. Là, on parle juste de la voix. Ensuite, évidemment, vous avez les rythmes que vous allez placer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, il y a un certain rythme. Je le fais varier. Je ne suis pas dans quelque chose de linéaire, en fait. Il y a des moments où je vais parler un peu plus fort, il y a des moments où je vais parler un peu plus vite, un peu plus doucement, il y a des moments où juste je m'arrête. Et c'est ça qui fait que vous gardez le rythme. Parce qu'en fait, sinon, ça crée une monotonie. L'enfer. C'est la pire chose. La monotonie, ça endort les gens.
Ça donne pas envie d'être écouté, puis ça dégage aussi une impression de manque de confiance. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas vous libérer vraiment. Et les gens le ressentent. Les gens ressentent tout. Ils ne le conscientisent pas, mais ils le ressentent. Ça suffit. Donc, soyez expressif dans votre façon d'être, de vous mouvoir, d'agir, mais aussi dans votre façon de parler, parce que c'est complètement corrélé. On va voir ça. On va avoir aussi la répartie. C'est un phénomène important. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à le négliger. Aujourd'hui, on est dans une société de salopes. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, les conflits, ils vont se régler avec des armes assez vicieuses. Il va y avoir du passif-agressif, il va y avoir des choses comme ça. Est-ce que c'est mieux que la loi du plus fort? Bon, ça peut se discuter. Je pense que la brutalité, c'est pas non plus le meilleur truc. Mais en gros, je suis là pour vous dire qu'en fait, le monde, il change. Et qu'aujourd'hui, les gens, pour avoir de l'ascendant sur vous, ils vont pas utiliser la force physique, ils vont faire pire que ça. Ils vont faire pire que ça, ils vont faire des insinuations, ils vont faire des vannes. Et vous faites la différence entre une vanne qui est incisive, qui est mauvaise, et une vanne qui est juste rigolote. Vous savez faire la différence. Travaillez votre répartie, vraiment. Je ne peux pas vous faire un cours complet là-dessus, j'aimerais bien, mais je ne peux pas malheureusement, parce que ce serait très long. Mais ça doit être une de vos priorités parce que la répartie, c'est une arme sociale. Quand je vous parle de compétences sociales, je vous parle aussi d'armes et de stratégie. La répartie, c'est ça. Faites en sorte que personne ne se dise que c'est une bonne idée de vous vanner méchamment, que c'est une bonne idée de vous insulter. Pas parce que vous faites peur ou parce que vous pouvez cogner la personne. C'est vrai que ça aide. C'est vrai. Il faut le dire. Mais parce que vous avez cette arme instantanée qui, en plus, a le bonheur et le mérite de ne pas vous faire traîner en justice, de pouvoir répondre directement et de faire même encore plus mal. Parce que croyez-moi, les mots, ça pique. Ça pique. Et en plus, en général, la personne qui vous attaque comme ça, c'est la seule arme qu'elle a. Donc d'ailleurs, vous avez déjà gagné. Donc ça, c'est une clé. La répartie, vraiment, c'est quelque chose de très important. Au-delà de ça, évidemment, il y a la partie intrigue. Vous avez remarqué très souvent, je vous intrigue en fait, d'une certaine manière. Des fois, il y a des moments où je vous choque un peu parce que je vais sortir un gros mot. C'est voulu. Pas parce que je suis quelqu'un de vulgaire, je pourrais parler de manière soutenue, mais je sais que si je parle de manière soutenue, vous allez un moment plus m'écouter et que vous n'allez pas le retenir. Voilà. Donc, les mots forts, ça marche, c'est important. Les intrigues, c'est pareil. Pourquoi est-ce que des fois je raconte des histoires? Parce que une histoire, c'est une anecdote, donc on reste suspendu à ça. Donc ça, c'est très utile aussi. Les anecdotes pour connecter avec des gens, c'est magnifique. Pour captiver un groupe, c'est magnifique. Vraiment, vous avez tous l'image du mec qui raconte bien les histoires et que tout le monde écoute. Soyez ce mec-là. Soyez le père Castor, en fait. C'est génial. Comment avoir une attitude charismatique? Je parle d'attitude. Il y a deux choses. Il y a le dialogue interne et le langage corporel. Dialogue interne, pourquoi? Parce que ce que vous pensez être définit vos actions et votre attitude et comment vous agissez. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous dites « ouais, je suis timide, ouais, je ne me sens pas à l'aise », votre langage corporel, il sera jamais à l'aise. En fait, les deux doivent être en adéquation. Persuadez-vous que vous êtes quelqu'un de confiant. Je vais vous donner une astuce, c'est génial. Vous rentrez dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel endroit, c'est chez vous. C'est chez vous. Là où vous êtes assis, c'est moi, je l'ai acheté. Tout ça, c'est à moi. Ça, c'est chez moi. C'est faux. Mais si je me dis ça dans ma tête, pourquoi je ne serais pas à l'aise? Quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Je m'assois confortablement, je ne suis pas bloqué, je suis bien, je suis tranquille. Je ne me pose pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas un langage corporel qui est fermé. En fait, c'est ça. Ayez cette image mentale que vous contrôlez l'espace, que c'est chez vous. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que vous serez naturel, en fait. C'est ça qui marche le plus. Ça, c'est juste une petite astuce d'attitude qui est vraiment banale. Comment développer son leadership? Selon vous, je vous pose la question. Là, j'ai des petits mots-clés. S'il y en a un qui me le sort, il a gagné. Oui. Je vais étayer un peu, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ouais. Quoi d'autre? De quoi? Ouais, carrément. Ouais, initiative. Mathieu? C'est-à-dire? Ça, c'est être un être humain. Mais il faut commencer par là, parce qu'effectivement, là où c'est intéressant, c'est que si jamais tu n'as pas un sens assez aigu
de tes propres responsabilités, de ce qui t'incombe, ça va être très compliqué d'imposer ça aux autres. Ça revient avec le lead by example, avec tout ça. C'est vraiment très important. Donc, il y a mission, prise d'initiative et analyse comportementale. Bon, mission, oui, c'est logique. Pour être un leader, il faut être drivé par quelque chose. On n'est pas un leader juste parce qu'on a dit ah, je suis le leader, en fait. Non. On est un leader parce qu'il y a un projet commun et qu'on emmène les gens vers ce projet commun. Le projet commun, ce n'est pas forcément conquérir l'Europe. Hein. On n'est pas tous Napoléon. Le projet commun, ça peut être juste putain, les gars, j'ai une idée pour ce soir, venez, on fait ça. Voilà, leadership. Très simple. Mission, évidemment, bah, c'est important parce que c'est aussi ce qui va galvaniser les gens. Les gens, ils ont besoin d'avoir le sentiment de prendre part à quelque chose de plus grand. Tout ce que je vous dis, vous l'appliquez dans vos business hein, derrière. Notez-le, c'est important. Vous voulez closer des gens, vous voulez avoir des abonnés, vous voulez avoir mais des gens qualifiés, je parle. Hein. Créez une histoire, écrivez une légende, faites en sorte que les gens, quand ils vont vous suivre, ils vont rejoindre quelque chose. Ils ne vont pas juste rejoindre un humain. On s'en fout de ça. Le propre du leader et la force du leader, c'est qu'en fait, il sait s'effacer pour sa mission. C'est pour ça qu'on a envie de le suivre. Les gens, ils n'ont pas envie de suivre un humain. On les connaît, ces soi-disant leaders vaniteux qui veulent juste avoir des gens derrière eux. C'est l'enfer. Et les gens vont peut-être les suivre, mais ils vont cracher dans leur dos. Par contre, si le leader il se dévoue à sa mission, à sa cause, là, c'est autre chose. Et au final, il brillera bien plus. Il brillera en faisant briller les autres, en fait, justement. C'est ça, vraiment, le rôle du leader. Donc ça, c'est important. Évidemment, il y a l'analyse comportementale. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, le leader, c'est l'homme de la situation. En fait, pour être l'homme de la situation, il faut connaître la situation. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les gens. Analyse comportementale. Quelle est la dynamique du groupe? Est-ce que si jamais j'arrive dans un groupe, je ne connais personne, est-ce que si jamais je commence à m'imposer, c'est une bonne idée? Rarement. C'est rarement une bonne idée. Socialement, c'est très bête de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un leader dans le groupe. Il faut comprendre qui c'est. Comment est-ce que vous faites pour prendre le contrôle d'un groupe? Vous comprenez qui est le leader, vous allez le voir rapidement. En général, dans un groupe, ce qui se passe, c'est que, par exemple, un groupe de 6, il va y avoir 2 éléments moteurs, mais tu vas en avoir un qui va être un peu au-dessus des autres. Les autres qui vont suivre, ils vont dire oui ou non, ou alors ils vont regarder ailleurs, ils vont être là pour être là parce qu'ils ne veulent pas louper le moment. Donc en fait, c'est complètement instinctif. Et en vrai de vrai, ils ne servent pas à grand-chose, ils sont là pour le décor. Donc ces gens-là, on les oublie. Pour le moment, quand vous êtes le leader, vous ne les oubliez pas, vous les incluez absolument dans la discussion. C'est règle de base. Vous ne laissez jamais quelqu'un de côté. Que les gens, ils n'oublient pas. Les gens, ils ressentent, ils comprennent. Et le vrai leader, c'est celui qui fait briller les autres. Ce n'est pas celui qui laisse les gens de côté et qui les dénigre. Donc ça, c'est important. Vous analysez, OK, qui parle le plus, qui crée les dynamiques. Vous voulez prendre le lead, prendre la couronne, vous sympathisez avec ce mec-là. Vous sympathisez avec lui. Il ne faut pas qu'il se sente en danger par vous. Vous lui donnez de la valeur. En même temps que vous allez lui donner de la valeur et lui permettre de s'exprimer, en fait, vous allez le faire aussi avec les autres. Et au final, il y a une personne qui va contrôler les égos de chacun, bah, ça va être vous. Parce que vous allez devenir les garants du fait que les gens puissent briller. Donc votre rôle, ce n'est pas de vous mettre en avant. Votre rôle, c'est de mettre en avant les autres. C'est comme ça que vous devenez un leader, de manière naturelle. Vous pouvez prendre le contrôle de n'importe quel groupe comme ça. Très facile. Ensuite, donc là, c'est pour développer son leadership. Donc, comment être vraiment charismatique maintenant? Là, je vais vous poser la question, vraiment. Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment on fait pour être vraiment charismatique? Oui, c'est une question piège, oui. Vas-y, Kevin. Dans ma vision à moi, quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a une vision et qui sait emporter les gens dans sa vision. Est-ce que ce ne serait pas le leadership, ça, plutôt? En fait, dans l'étymologie du charisme, le charisma, le grec, etc., c'était ce qui était lié à l'origine, c'était la vision. Et pour moi, on est charismatique par notre vision en laquelle on croit, bien les gens nous rejoignent dans notre quête personnelle. Ok. Comment t'expliques, dans ce cas, qu'il y ait des gens qui soient charismatiques sans avoir forcément de quête, sans prôner une quelconque quête, mais juste par leur aura, je veux dire? Je dirais que c'est parce que tout simplement, ils croient en eux. Et leur vision, c'est eux. Ok. Et naturellement, ils emportent les gens dans leur vision qui est eux-mêmes. Ok. À mon sens, à moi. C'est intéressant. Bah, tu vas voir, ça va rejoindre un peu ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, je dirais, c'est tu rentres dans une pièce, tu regardes les gens dans les yeux, tu serres les mains, tu te rappelles des prénoms, Ouais. tu emboies, tu parles aux gens. Moi, je dirais que ça, effectivement, ça contribue parce que ça rentre dans l'attitude. En fait, tout ce que je vous ai donné avant, ça va contribuer à créer le charisme. Ce qu'a dit Kevin aussi. C'est super important.
Mais en fait, je dirais que la base, l'essence même du charisme, c'est deux choses, c'est l'authenticité et la légende personnelle. Ça ne trompera jamais. Pour moi, c'est ça. C'est ma vision des choses. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le charisme est l'expression de l'authenticité. Ça sous-entend qu'en fait, il n'y a pas une attitude à avoir. Il ne faut pas faire un remix des Peaky Blinders. Arrêtez avec ça, les gars. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez tous. Faites plus ça, d'accord? En fait, vous êtes charismatique parce que vous êtes vous. Mais soyez intéressant en étant vous. Ayez des choses à dire. Vivez des choses. Ayez une légende personnelle. Est-ce que vous avez des trucs à raconter? Est-ce que quand on vous regarde, on a des frissons? Est-ce que quand on vous regarde droit dans les yeux, on se dit putain, cette personne-là, elle a vécu des choses. Elle mérite le droit là d'ouvrir sa gueule. C'est ce que vous devez chercher ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens, ils vont être dans le paraître. Et parce qu'ils sont dans le paraître, parce qu'ils ont appris 2-3 hacks, etc., ils se sont dit, bon, bah, je mérite le respect. Non. Non. Le respect, c'est de la souffrance pour l'avoir. Le charisme, c'est ça. En fait, le charisme, si vous voulez, c'est un peu la récompense des efforts. C'est la récompense des sacrifices. Il faut avoir quelques cicatrices. Si vous n'en avez pas, ça ne va pas transparaître. Vous n'aurez pas de substance, vous serez vide, vous serez insipide. Il y a beaucoup de gens qui sont insipides. Je pense que le pire truc, c'est ce mec qui veut absolument être charismatique, qui veut griller les étapes, en fait, qui passe de l'enfermement à je ne sais pas quel stade, qui est en plein à ce niveau-là. Voilà. Il est là, donc il va bien s'habiller, il va faire tout ce qu'il faut, mais il n'a aucune substance. Parce qu'il vit rien, parce qu'il ne prend pas de risque, parce qu'il n'écrit pas de légende personnelle. Et je me rappelle à un moment, j'ai eu cette discussion avec Thibaut Marty, que vous connaissez quasiment tous. À un moment, c'était au début, on était deux petits cons et on faisait notre premier podcast, on était contents. Et à un moment, il me dit un truc, c'était avant qu'il parte en Thaïlande, c'était avant qu'il fasse plein de trucs dans sa vie. Il disait un truc, il me disait, en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas eu ton vécu. Donc, comment est-ce que je peux faire pour avoir des choses à raconter, être charismatique et m'endurcir, en fait? Je lui ai dit, mais choisis-le. Tu n'es pas obligé de subir. Moi, j'ai pas eu le choix. Après, je l'ai choisi, mais au début, j'ai pas eu le choix. Et c'est pas parce que vous n'avez pas eu un passé compliqué ou des histoires de fous que vous pouvez pas le choisir à un moment donné. Et ça veut pas dire choisir de foncer tête baissée et prendre des risques inconsidérés. Ça veut dire, par exemple, lancer ce projet. Ça veut dire faire cette compétition. Ça veut dire aller parler à telle personne, etc. C'est ça que vous devez faire. C'est ça votre rôle. Moi, c'est ça que je veux vous insuffler aussi avec cette conférence, c'est que après, vous fassiez des putains de choses, en fait. Vous ne restiez pas bloqué dans votre chambre à rien foutre. Arrêtez. Et si vous postez du contenu et que vous faites rien à côté, arrêtez de poster. Pourquoi faire? Vous avez quoi à raconter? Je suis dur, les gars, mais c'est vrai. Vivez. Vivez. Et surtout, donnez-vous cette chance de vivre. Ne vivez pas à travers le regard des gens, parce que c'est ce que vous faites si jamais vous voulez absolument donner des conseils, aider les gens, alors qu'au final, vous ne vous aidez même pas vous-même. Faites des choses. C'est important. Donc, il y a ça déjà. L'authenticité, évidemment, ayez le moins de filtres possible. Pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui fait qu'on va respecter une personne aussi, c'est sa capacité à enlever des filtres. Aujourd'hui, vous êtes tous paralysés à plus ou moins grande échelle par des filtres sociaux parce que vous avez peur de dire certains trucs. Dites les choses. Finissez pas forcément à TF1 comme moi, ok? Mais dites les choses. C'est pas ce que je vous le souhaite pas, franchement. Mais dites les choses. Vous pensez à un truc, dites-le. C'est comme ça qu'on va vous respecter aussi. Arrêtez d'avoir peur. Ne soyez pas bloqués dans vos têtes. Vous pensez à un truc, dites-le. Mettez les formes, soyez diplomate, soyez intelligent socialement. Apprenez à vous adapter au contexte. Mais dites-le, gardez pas pour vous. Il y a eu un affront, répondez. Faites-le subtilement, de manière intelligente, mais répondez. Gardez pas pour vous. Parce que vous gardez de la rancune après. Vous gardez de la douleur, vous vous trahissez en gardant pour vous, en ne vous exprimant pas. C'est ça, être charismatique, en fait, c'est s'accepter, accepter tout ce dont on est capable, tout notre être, et de le faire à 100%. Je vais conclure sur une dernière partie, qui sera vraiment la suite, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous allez commencer à développer ces compétences, vous allez commencer à rentrer dans de l'approfondissement. Qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les compétences profondes? Je n'en ai même pas parlé. En fait, c'est les compétences que vous allez développer une fois que vous aurez fait ce que je vous ai expliqué, une fois que vous aurez entamé votre processus. Vous allez avoir la capacité d'analyse intuitive. En gros, c'est une capacité qui est assez incroyable où, en fait, naturellement, peu importe qui vous avez en face de vous, vous arrivez à cerner la personne. Ça vient avec la pratique, avec l'expérience, avec le temps. Mais pour ça, il faut se lancer, il faut faire le travail. Si vous faites les choses bien, ça arrive très rapidement. Elliot pourra vous en parler là dans 30 secondes. Voilà. Donc,
Évidemment, après, il y a l'influence et la manipulation. Parce qu'en fait, si vous comprenez le jeu social, vous pouvez influencer et manipuler. Je précise une chose, c'est que pour moi, influence et manipulation, ce ne sont pas des connotations négatives. Ce sont des connotations neutres. Si jamais vous avez, je ne sais pas moi, votre meilleur ami qui fume et que vous le manipulez pour qu'il arrête de fumer, est-ce que ça fait de vous des mauvaises personnes? Je ne pense pas. Ce qui compte, c'est la résultante. Toujours la même chose. Alors certains diraient qu'il ne faut jamais utiliser certains procédés et tout. Je ne suis pas d'accord. Ce qui compte, c'est la résultante. Si vous manipulez, mais parce que ça a des fins positives, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, faites-le. Mais ayez au moins la capacité de savoir le faire. Et pourquoi il faut apprendre à manipuler? Parce qu'il ne faut pas être manipulable. Donc si vous savez manipuler, si vous connaissez les procédés, ça veut dire que demain, il n'y a personne qui va vous niquer. Parce que vous savez reconnaître la manipulation directement. Ça, c'est super important. Vous êtes dans le business, vous avez besoin de ça. Tout le monde va essayer de vous baiser la gueule. C'est le jeu. Là, je suis à la caméra, j'en profite. Il y a beaucoup de fils de pute dans le business en ligne, les gars. Vous savez, vous savez. Il y en a beaucoup. Vous ne faites pas avoir par ces mecs-là. Qu'est-ce qui vous permettra de ne pas vous faire avoir par ces mecs-là? Parce que vous comprenez la manipulation, vous comprenez le jeu social. Vous savez comment quelqu'un peut chercher à tirer un avantage injuste de votre part. C'est ça la manipulation, finalement. En tout cas, celle qui est négative. La captation des énergies, compétence profonde. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez rentrer dans une pièce et vous pouvez ressentir l'énergie de la pièce, vous pouvez ressentir l'énergie des gens. Alors, chez certaines personnes, c'est inné. Les femmes sont très fortes pour ça, vraiment. Mais c'est une vérité. Nous, les hommes, on est un peu plus débiles là-dessus, on a plus de mal. Mais vous pouvez l'apprendre quand même. À force de travailler, à force d'écouter votre intuition, vos ressentis, vous arriverez aussi à comprendre, non pas simplement par analyse, mais aussi par ressenti, qui vous avez en face de vous. Est-ce que cette personne a des traumatismes? Est-ce que cette personne est malheureuse dans sa vie? Est-ce que cette personne vous veut du mal? Est-ce que cette personne est pure? Il y a des gens, on le ressent comme ça, ils sont purs. Kevin, il est pur. Putain, Kevin, vraiment, ça se sent. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, je vais être pote avec ce mec parce que ça se voit qu'il a bon cœur. Et il y a des gens comme ça et on le ressent directement. Donc ça, c'est important. Et enfin, évidemment, la mise en place de stratégies sociales. Je vais vous faire un petit témoignage, enfin, c'est pas moi qui vais le faire, du coup, c'est mon cher ami Elliot, qui, en gros, je t'ai introduit, après tu viens. En gros, Elliot, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 2-3 mois, on a commencé à travailler ensemble sur la partie compétences sociales, parce que bah, tu étais un peu timide, tu étais un peu réservé, tu voulais aller plus loin, etc. Et en fait, il s'est passé un truc intéressant, c'est que justement, il a fait ce travail, ce cheminement-là de la pyramide. Il est arrivé à ce stade-là de conscience. Et moi, j'ai envie que tu en parles, parce que c'est frais pour toi, c'est un truc qui a quelques jours, et j'ai envie que tu nous parles un peu de ce qui s'est passé, de comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, pour que les mecs comprennent aussi que c'est faisable et que c'est un truc qui est réel et qui est concret, et qu'en gros, avec les conseils que j'ai donnés, bah, ça peut arriver rapidement. Bien? Ok, nickel, parfait. En gros, pour faire simple, j'ai rejoint du coup Azure il y a environ 2-3 mois maintenant. Pareil, très timide, on va dire que là-dessus, on était surtout dans de la lutte, je dirais, interne-externe, dans ma tête. Beaucoup, pas forcément me faire respecter. Voilà, j'étais parti en saison très très mal passé une fois. Enfin, vraiment l'enfer. Je dirais vraiment l'enfer. Et en fait, il y a ça maintenant quelques jours, en fait, je suis parti en Suisse. On a mon premier élève slash pote maintenant, Noah. Et durant, je dirais, une petite marche, on a rencontré des mecs. Voilà, des mecs qui en fait étaient des mecs très puissants. Zofing, si vous connaissez un petit peu en Suisse, on va dire un groupe assez connu. Voilà. Et en fait, ces mecs-là, on est entré en discussion profonde en l'espace d'une heure. Une heure. En gros, on a fait vraiment toutes les phases, small talk, je dirais plus fun talk et deep talk en une heure. En l'espace d'une heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'ailleurs, en fait, c'est une bulle. Une vraie bulle. Là, en fait, vraiment, là, je vous parle, et en fait, il y a une grosse bulle autour de nous. Il n'y a pas de pensée paradis, il n'y a pas de gens qui nous dérangent, c'est juste nous, en fait, ancrés dans une discussion. C'est fluide, les pensées, enfin, il n'y a pas de pensée, c'est fluide, vous rebondissez, vous écoutez, les regards, ils sont profonds. Vous êtes ancrés, en fait. Vous êtes ancrés. Et c'est absolument colossal de voir que, en 2 mois, et 3 mois si on est gentil, on passe de vraiment ça, où on est vraiment au fond de la pièce, dans le coin, à écouter, seul avec son petit verre dans la main, on n'arrive pas à parler aux gens, en fait à ça, où on comprend l'humain, on arrive à lui parler, on arrive là même à m'exprimer. Ça, je vous dis, les gars, il y a un mois, je bégayais, hein. Et des gens pourront le dire, que ce soit Justin qui est ici, Yakin, Tommy, même Eddy. Il y a, allez, en avril, là, surtout, c'était à Rennes, un enfer. Un enfer, j'arrive même pas à parler aux gens, en fait. Et c'est ce flow-là qu'on va essayer de chercher à comprendre. C'est ce flow-là qu'on veut, c'est réussir à rentrer dans la pièce et on parle à tout le monde.
on laisse un impact aux gens en fait. C'est pas juste on est cool, là c'est cool, on est charismatique, on avance. Mais ce qu'on veut, c'est impacter les gens en fait. C'est pas juste être un simple mec. C'est impacter les gens, mais positivement. Leur donner de la valeur, leur donner des bonnes choses. Et là, du coup, cette discussion-là, avec ces mecs-là, elle m'a apporté, mais je leur ai aussi apporté. Alors, je veux dire, c'est pas des merdes, quoi. C'est des mecs quand même qui évoluent. Ils sont à HEC, ils ont des belles valeurs en fait. Des valeurs de conquête, des valeurs de. Enfin, ils ont envie, quoi. C'est pas des merdes. Et même si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément, on va dire, une conscience, une estime très haute de vous, vous pouvez connecter avec des gens comme ça. Vous pouvez, je dirais, arriver, passer vraiment de là à là. Il faut juste se bouger le cul et puis passer à l'action, quoi.